Pour cette autre édition du Point littéraire et artistique, nous avons rendez-vous dans quelques minutes avec Gilbert Yibdio, l'auteur du livre Le temps d'un voyage, ouvrage récemment sorti et présenté au public. Au cours de la deuxième heure, nous parlerons du Cameru, un événement de mode de la rentrée scolaire, avec la question de la disponibilité du manuel scolaire. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la première heure. La première heure. Tout en rappelant qu'à la mise en onde, le roi Salomon assure, cadrage vidéo Steve de Souza, coordination éditoriale Carole Prudence Tientieux, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï. Voici le profil de l'auteur. Le point littéraire et artistique, voici le profil de l'auteur. Voici le profil de l'auteur. Son nom, Gilbert Yibdio, c'est un diplômé de géosciences de l'université de Douala au Cameroun. Il poursuit actuellement ses études de droit privé dans la même institution et Le temps d'un voyage est son premier roman que je vous propose et je vous déroule un tout petit peu l'intrigue. Lorsque le célèbre auteur Joseph Jomo, défenseur des causes perdues, protecteur de la veuve et des orphelins, débarque à Johannesburg pour hériter d'une fortune léguée par un ami américain, il ne sait pas qu'il trouvera Carole, son amour d'enfance, qu'il a brutalement éconduit dans la fonction de gestionnaire de la fortune du richissime défunt. Depuis leur séparation, il y a une dizaine d'années, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il s'est marié à Naomi, une ravissante jeune fille fascinée par le luxe et la jet set. Et Carole, de son côté, a eu un enfant qui pourrait bien être celui de Joseph, si l'on s'en tient à la date de leur séparation. Une intrigue digne d'un film à rebondissement et le reflet des situations communément vécues dans la vie courante. Le temps d'un voyage, le destin peut-il recoller les morceaux d'un amour d'enfance détruit par la force des mouchardages et des médisances?
Le temps de l'amour pourra-t-il vaincre le temps des rancœurs? Le temps du voyage et d'un voyage de Gulbert Ibdio est le livre que nous vous donnons à déguster ce soir. Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bottle, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else, so I guess that it's gone. And I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. I miss you, yeah, I miss you. Though I'm trying not to now. Accueillons à présent Gulbert Ibdio qui est bien évidemment déjà avec nous. Bonsoir, bienvenue ici sur ce plateau du point littéraire et artistique et aussi à Yaoundé parce que vous faites juste un tour. Bonsoir à tous les auditeurs de la Royal FM. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est peut-être la première fois à Royal FM ou vous êtes un habitué? Non, c'est la première fois à Royal FM. Votre impression lorsque vous débarquez dans cette radio? Vous avez souvent fréquenté d'autres studios? Ouais, l'impression d'abord, moi qui est un défenseur qui soutient la jeunesse d'abord, c'est de trouver dans un studio beaucoup de jeunes. Ça me renvoie ravi d'être toute cette jeunesse et de dire waouh, c'est. Oui, parfois il faut donner l'opportunité aux jeunes de démontrer qu'ils sont à même de diriger les initiatives. Ça fait partie de mes combats. Mon combat prioritaire d'abord, c'est de donner l'opportunité aux jeunes, de donner la possibilité aux jeunes. Oui. C'est la raison pour laquelle quand je vois cette jeunesse, un énorme plaisir. Et je vous rassure, il n'y a pas que des jeunes ici. Oui, quel que soit le cas. Dans le personnel, il y en a beaucoup. Le monde est mixé. Oui. Dans le monde est fait des jeunes, des femmes, des hommes, des mûrs. Voilà, ce qui fait aussi, quand on arrive quelque part, ou bien quand j'arrive quelque part, je vois d'abord la jeunesse. Je sais que derrière cette jeunesse-là, il y a des anciens Dianes. Oui. Parce que c'est des anciens Dianes, comme dit souvent Achille Meka. Ce sont des anciennes Dianes qu'on tisse les nouvelles. Donc ce qui fait que on sent au moins qu'il y a cette continuité-là, qu'il y a ce partage de savoir. Oui. Voilà, et ça fait énormément plaisir. Alors vous êtes sur ce plateau pour nous présenter votre tout premier livre. Il vient juste de paraître il y a quand même quelques jours. C'est Le temps d'un voyage, c'est un roman. S'il fallait dire quelque chose sur le dit roman, il était difficile à écrire. Votre première expérience, les premières fois ne sont pas souvent faciles. Ce n'est pas la première fois que j'écris, c'est la première fois que je mets un livre sur le marché. Donc ce qui fait que Le temps d'un voyage, c'est un livre parmi d'autres que j'ai écrit. Mes premiers livres remontent à très longtemps, je ne sais même plus où ils se trouvent aujourd'hui. Oui. J'ai encore uniquement des petites histoires dans ma tête, des petits trucs que je pense griffonner auparavant. Comment le processus s'est déroulé? Il était sans problème? Vous avez rencontré l'éditeur comment? Vous savez, quand vous avez une belle écriture, quand vous avez une belle histoire, il est très facile de rencontrer un éditeur. Certains diront la première édition est difficile, mais pour moi c'était hyper facile. Oui. Quand j'ai envoyé le manuscrit aux éditions Proximité, je me suis dit, il a lu, il a été tout de suite accroché, il m'a appelé
Nous avons discuté très longtemps, nous avons échangé des popotins. Et après, on s'est vu, M. Kemena ne revenait pas. Il dit, wow, c'est vous qui l'avez écrit. Il dit, ben oui, c'est moi. Et c'est une belle histoire qui l'a forcément fasciné? Oui, c'est une histoire qui l'a forcément fasciné. C'est une histoire qui fascine aussi beaucoup, presque tout le monde. Quand on écoute ce genre d'histoire, on se dit, wow, on veut connaître ce qui s'est passé. Parfois, on veut aussi connaître que c'est l'histoire de l'auteur. Alors, s'il fallait peut-être revenir de votre bouche, l'intrigue. Comment vous vient c'est vrai que vous avez fait cette confidence lors de la présentation de votre ouvrage. Vous commencez à écrire à la suite d'une rupture amoureuse. Oui, l'histoire naît d'une rupture amoureuse. À la base, quand j'écris, quand je me mets devant mon ordinateur, je voulais je voulais raconter cette rupture-là, je voulais raconter cet amour, parce que c'était un amour, c'était une relation où j'avais beaucoup mis du mien, je m'étais beaucoup investi. J'avais l'impression d'avoir trouvé la bonne personne et d'aller jusqu'au bout avec la personne. Et du coup, quand la relation va à son terme, quand la rupture survient, j'ai envie de raconter l'histoire pour pouvoir découvrir avec cette histoire. Donc, il fallait vous venger peut-être de la personne ou de pas juste l'histoire? Pas une vengeance, c'était une cure, parce que forcément quand j'allais raconter l'histoire, il ne devait pas avoir des choses négatives, parce que cette histoire, je n'ai pas vu que des choses négatives à l'intérieur. La seule négation qui arrivait à l'intérieur, c'était la rupture. Donc à la base, je veux donc raconter cet amour-là, mais je me rends compte qu'en racontant l'amour, je suis en train de me piéger dans une relation, je suis en train de tourner dans un tournis de relation. Ça n'avançait pas, il fallait... Voilà, eux de guérir, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de ressasser l'histoire. Mais on sait que dès les premières pages, ou les premières lignes, je me rends compte que je n'ai plus envie de raconter l'histoire. Là, j'ai juste envie d'écrire. 5 mois pour sortir ces 200 et quelques pages. On est dans quand même 280 approximativement. 280 pages, ça m'a pris 5 mois. 5 mois. Vous avez passé toutes les journées à écrire sans dormir? Non, pas toutes les journées. Écrire, c'est du travail, c'est du travail psychologique. C'est de la mémoire qui écrit. On ne peut pas passer toute une journée à écrire. Mais à la fin, on se rend compte que ce qu'on est en train d'écrire, c'est du n'importe quoi. Parce que là, on a l'impression qu'on force seulement sur l'histoire. Le temps que je prenais pour écrire, je pense que c'était des moments que je me sentais pleinement inspiré, et ce temps-là ne prenait pas, je pense pas que ça prenait 3-4 heures, parce qu'au bout de 3 heures d'écriture, de 4 heures d'écriture, ça m'arrive souvent d'écrire toute une journée, mais c'est que des rares fois, parce que quand tu écris déjà assez longtemps, tu as l'impression de te redire, ou tout ce que tu es en train de te débiter n'a plus de sens, parce que l'écriture, quand on écrit, il faut aussi avoir beaucoup de temps de se relire. C'est sa relecture qui fait qu'on puisse progresser dans le... Ça mène parfois à changer certains contours. Bien sûr, ça arrive parfois. D'autres rebondissements. Parfois, c'est un moment, on se voit en train de réduire de moitié ce qu'on a dit. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on est en train de dire ne cible plus ou ne cadre pas avec ce qui a été dit ou bien avec ce qui viendra. Donc, nous sommes obligés de supprimer. Ou bien dans une relecture, on peut se retrouver en train d'ajouter. On se rend compte qu'on n'a pas assez dit, il faut ajouter pour mettre encore un peu du piment. Oui, c'est vrai que lorsqu'on lit l'intrigue, ou alors lorsqu'on lit votre roman, on a l'impression que vous sortez totalement d'une rupture, mais vous prêchez un peu comme vous donnez un message d'espoir à travers ce que vous écrivez. Il s'agit d'une belle histoire d'amour qui ne marche pas forcément bien au départ, mais on a l'impression qu'à la fin, les amours qui se sont partagés ou divisés finissent par se retrouver en termes du personnage principal. À l'histoire de Carole et Joseph, la mienne n'était pas la même chose. L'histoire de Carole et Joseph, il y avait une certaine réciprocité. Donc c'est juste un moment, je peux dire, un malentendu ou où il fallait des mises à point. Donc, c'était pas trop comme une rupture pour eux. C'est parce qu'ils considéraient que c'était une vraie rupture. Mais dans mon sens de pensée, ou bien dans mon sens d'écrire, c'était pas comme une rupture pour eux, c'était une pause. Je peux le dire comme ça. Peut-être c'est une pause qui a duré 10 ans, mais c'était une pause. Pourtant, dans mon cas, à la base, l'histoire était je donne, je donne, tu donnes. On se donnait, il y avait cette réciprocité, mais après on se retrouve à un certain moment, un stade où
une personne en plus que l'autre. C'est ça qui fait donc la grosse boule. On sent donc que le sang est coagulé. Là, il n'y a plus la traversée du sang. Cette œuvre qui est une œuvre de fiction, bien évidemment, qui n'a rien à voir avec votre vie, ni quoi que ce soit. Mais quand même, on remarque à l'intérieur du livre, vous nommez les villes, l'espace spatio-temporel est connu. Vous inscrivez pratiquement dans le sillage de la Nolika, la nouvelle littérature camerounaise, qui veut qu'on puisse effectivement situer l'intrigue dans un lieu bien connu, en abordant les thématiques qui concernent effectivement le Camerounais. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un lit un livre et qu'il retrouve l'espace spatial, qu'il retrouve l'espace à l'intérieur, ou bien son espace à l'intérieur, il se sent plus connecté ou bien plus... il y a cette connectivité entre le livre et lui. Il a l'impression qu'il connaît ce qui se passe dans l'histoire. Il a l'impression qu'en marchant sur les pas de l'auteur, du personnage principal, ou bien d'un des personnages qui a foulé les mêmes quartiers que lui, il y a une certaine connexion entre ce personnage-là et lui. Il a l'impression qu'en allant, par exemple, le cas de Joseph Djomo, en allant où Joseph Djomo est parti, il pourra mieux comprendre Joseph Djomo. C'est la raison pour laquelle j'aime m'inscrire parmi ceux qui pensent que, ou bien ceux qui écrivent en nommant distinctement chaque quartier, en donnant distinctement chaque ville, chaque endroit, pour que n'importe qui puisse se reconnaître là à l'intérieur. Il ne faudra plus qu'on vienne aujourd'hui nous parler d'Angola ou tout autre, des quartiers qui n'existent pas. Et après on dira, c'est une belle histoire africaine. Ça se place où en Afrique? On dira c'est une histoire imaginaire. C'est de l'imagination. Mais il faudra aussi que, au-delà de l'imagination, que le lecteur puisse au moins reconnaître l'espace à l'intérieur. Le temps spatial à l'intérieur. Tout à fait. Sinon, on se retrouvera à chaque fois dans des histoires où on ne se reconnaît pas. Alors, si il faut revenir, moi je préfère que vous fassiez un résumé du livre. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent via la page Facebook de la radio Royal FM Espace Cameroun, le livre parle de quoi en quelques mots? Si vous étiez donné de faire un petit résumé. C'est vrai que j'ai quand même fait évocation. Mais si il vous est donné de faire un petit résumé, le livre parle de quoi? Si vous me faire un petit résumé, je pense que je vais seulement ajouter du grain à votre moulin parce que vous avez déjà donné presque le résumé. Donc je vais juste ajouter des parties qui ne sont souvent pas citées. Donc je vais juste donner encore un peu de parole à vos propos d'abord. Le livre parle du courage. Parce qu'à l'intérieur, on voit beaucoup de courage. On voit une jeune fille, Carole Demieux, qui est conduite par Joseph Djomo, qui est écrivain. Joseph Djomo qui aspire à une renommée. Et il parvient à avoir cette renommée. Donc, il y a aussi du travail à l'intérieur. Joseph Djomo qui... Carole Demieux, je vais dire, je préfère un peu plus... pour ajouter des paroles à ce que vous avez d'abord dit, m'attarder plus sur Carole. Carole Demieux qui sort donc de cette relation meurtrie, qui sort de cette relation abattue. Mais elle a des obligations, puisqu'elle sort de cette relation enceinte. C'est vrai que le père de l'enfant lui-même ne le sait pas. Elle a une maman qui je vais l'appeler comment? Pour employer le thème camerounais, elle est une maman cana. Voilà. Elle est une maman qui ne l'encourage pas, qui ne l'aide pas. Elle se trouve donc toute seule avec ses obligations. Son père qui meurt. Plus tard, sa mère mourra aussi. Carole va donc à Djamena, au Tchad, pour se chercher parce qu'elle veut obtenir le meilleur pour son enfant. Dans son quartier, elle n'est plus la bienvenue. Tout le monde la regarde de haut parce qu'elle est un enfant qui est autiste. Une fois au Tchad, Carole tombe sur Stewart, qui est un Américain, un riche Américain, qui a laissé son pays pour venir jouer la belle vie en Afrique. Et malheureusement, Stewart est un séropositif. Donc, il est déjà en phase de sida même. Il arrive en Afrique, il trouve des filles, il couche avec elles, par-ci, par-là. La chance pour Carole, c'est qu'elle n'a pas eu de relation avec Stewart. Il n'a pas pu la contaminer comme il a contaminé bien d'autres. Mais Stewart décide d'aider Carole. D'aider Carole avec son enfant. Il amène Carole en France.
à Lyon, où Carole parvient, où son fils suit un bon traitement. Elle revient plus tard et rentre en Afrique du Sud de gérer la colossale fortune de Stewart. C'est donc là-bas que Joseph Jomo reviendra la rejoindre plus tard ou la retrouver plus tard parce qu'il ne sait pas qu'elle là-bas, il vient pour un héritage et il la retrouve. C'est donc là le temps du voyage. C'est ce voyage qui basculera tout dans la vie des deux Totoro d'avant. Parce que là, ils ne sont plus Totoro. Carole est une fille, est une femme désormais qui s'assume. Est une femme qui a une entière confiance en elle. Parce qu'elle a pu se hisser au sommet de la classe sociale. Et pour savoir ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont rencontrés, il va forcément falloir que l'auditeur qui nous écoute en ce moment puisse aller chercher le livre. On revient dans un moment pour parler des personnages. Pause. I won't let you down. I will not give you up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I've got my ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? All we have to do. Messieurs et dames, le temps de cette pause. Voici le communiqué des résultats Loto 5 sur 90 du 27 juillet 2019. Premier bet porte à la connaissance de son aimable clientèle que les résultats des 4 derniers tirages Loto 5 sur 90 de la journée du 27 août 2019 sont les suivants. 15h, tirage Mont Cameroun, 01, 30, 25, 59, 54. 15h, tirage Mont Cameroun, 01, 30, 25, 59, 54. 16h30, tirage Noun, 90, 20, 36, 66, 55. 16h30, tirage Noun, 90, 20, 36, 66, 55. 18h, tirage Sanaga, 57, 11, 77, 43, 17. 18h, tirage Sanaga, 57, 11, 77, 43, 17. 19h30, tirage Lyon, 74, 25, 83, 14, 45. 19h30, tirage Lyon, 74, 25, 83, 14, 45. Félicitations à tous les gagnants, vivez la vie du loto et devenez riche avec le loto 5 sur 90. Alors après cette pause, on veut bien savoir, Gulbert Ibdio, il y a beaucoup de personnages qui sont cités, il y a des exemples, il y a ce qu'on pourrait désigner contre des contre-exemples. Il y a d'abord Carole, que vous présentez, vous allez tout à l'heure présenter comme un personnage qui a su se relever après justement s'être retrouvé dans des situations peu confortables. Il y a également dans votre livre le père de Joseph qui est lui... qui n'est pas le père idéal, c'est un père soulard, un père irresponsable qui quelquefois manque à ses obligations. Il y a Joseph aussi. Comment il faut qualifier Joseph? Lui qui a pour un premier temps répudié ou alors rejeté une demoiselle, à savoir Carole, parce qu'il a entendu ci ou ça autour de cette dernière. Et aujourd'hui il se retrouve face à elle, c'est une femme accomplie, c'est une femme épanouie. On pourrait dire que c'est un lâche? Non, vous savez, en amour, il n'y a pas de personne idéale.
on peut bien être un érudit ou toute autre chose, mais ne pas être une personne, un amoureux idéal. Donc, Joseph Djomo, qui vit d'abord dans la promiscuité, parce que quand on représente son quartier, c'est un quartier où c'est une cloison qui sépare des domiciles contigus. Nous avons... ou pour avoir une discussion entre deux voisins, il suffit juste de rester sur son lit et élever le ton. Donc, Joseph Djomo vit dans un quartier où le problème du voisin concerne aussi le prochain voisin. Parce que tout ce que nous faisons entre nous concerne tous. Donc, ce qui fait que Joseph Djomo, parfois, se trouve buté entre cette réalité qu'il est en train de vivre et ces commérages ou ces potins que ses amis viennent tout le temps raconter. Donc, ce qui fait que ça contribue à forger le caractère douteux de Joseph Djomo. Il veut bien faire confiance à sa compagne, mais aussi, il y a cet entourage-là, il y a ses amis, il y a tout ce parterre de monde autour de lui qui vient avec des idées ramassées, des idées pessimistes. Mais lui n'a pas le temps de les vérifier, n'a pas le temps de les regarder, parce que lui, il est consacré à son SM, il est concentré à travailler. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas le temps d'aller vérifier la véracité de leurs propos. On a l'impression que il laisse quand même facilement tomber. C'est pas le modèle idéal d'homme quand même oui, c'est pas une jeune demoiselle qui vous a supporté pendant je voudrais qu'on regarde le caractère de leur relation en termes d'homme amoureux et non en termes de personne. Parce qu'en termes de personne, Joseph Djomo est une bonne personne. Malgré le fait qu'il soit né dans ce quartier difficile, qu'il ait émergé, qu'il ait de l'argent, il n'a jamais oublié qui sont ses amis. Il a toujours une aura attentive pour ses amis. C'est quelqu'un qui aime le monde. Plus tard dans mon livre, je le dis bien, même quand il devient érudit et quelqu'un haut placé, il a toujours ce matin, il y a toujours cette grande famille qui vient devant sa porte. On toque, on soumet des problèmes. C'est généralement ce qui arrive aux personnes qui ont de l'argent dans nos familles africaines, parce qu'en Afrique, nous n'avons pas assez. Et les problèmes d'une personne ou les problèmes d'une famille reposent sur le plus riche. Mais il revient à ce riche d'aider ou de ne pas aider, de chasser ou de ne pas chasser. Mais Joseph Djomo accepte de recevoir ses parents chez lui, ou bien ses voisins, tout ce beau monde. Il va au-delà même de la famille, il parvient à aider tout le monde. Vous verrez ces multiples voyages. Il ne voyage pas pour son plaisir personnel, mais il voyage pour le monde. Donc je voudrais qu'on regarde la relation qu'il y a eu entre Joseph Djomo en termes de relation d'un homme amoureux et d'une femme amoureuse, et non en termes de relations d'humanité ou bien de bon sens. Parce qu'en termes d'amour, je ne pense pas que le bon sens existe. On ne réfléchit plus avec le cerveau, mais c'est le cœur seulement qui parle. Comment est-ce que l'auteur réussit à construire de tels personnages? Parce qu'il y a plusieurs. Où est-ce que vous avez eu à capter l'inspiration? Un père solar, Naomi, une fille physiquement belle, moralement laide, elle qui est une adepte du bling bling, si je peux m'exprimer ici. Il y a la mère de Joseph qui est une femme qui est un exemple. Par contre, la mère de Carole ne l'est pas exactement. On a Stewart qui est donc un ami, il est généreux, il défend ou alors soutient les gens qui ont le VIH-Sida, mais lui-même finit par attraper le sida. On se pose quand même des questions. Comment est-ce que vous avez réussi à construire des personnages comme ceux-là? Est-ce qu'on les a vus quelque part? Est-ce qu'il y a un voisin qui vous a inspiré un personnage? Sachez déjà que le roman s'inspire de la fiction. Le roman, c'est pas s'inspire, le roman, c'est une chose fictive. Donc tout ce qui est dans le roman, déjà c'est la fiction. C'est vrai qu'il y a un peu de réalité, ou bien même pas de réalité, de vraisemblance, où on peut regarder à côté, on peut bien s'inspirer pour pouvoir écrire. Quel qu'en soit le cas, quand on veut relater des choses, même qui ont existé. Quand ça se fait déjà dans un roman, il y a toujours ce petit surréel ou bien ce petit imaginaire qui apparaît. Mais pour quelqu'un qui a vécu dans un quartier bondé,
comme Douala, quelqu'un qui a vécu dans un foyer polygamique comme moi, quelqu'un qui a vécu dans la promiscuité aussi, parce qu'il faut le rappeler, il faut aussi le dire. Parce que j'ai vécu dans un quartier, j'ai vécu à Brazzaville. Chez nous à Brazzaville, peut-être je me suis inspiré de ce décor pour planter un peu le décor de la famille de Joseph Diomo. Ouais. J'ai un peu vécu dans ce quartier, j'ai un peu côtoyé ce quartier. Voilà, pour quelqu'un qui a vécu dans ce genre de quartier, je pense que décrire ce genre de scène n'est pas si compliqué que ça. Et aussi, quand on écrit, il y a beaucoup d'imaginaire. Quand j'écrivais ce roman, je n'avais pas un squelette, je n'avais pas... à la base, je ne savais pas le nombre de chapitres que j'allais écrire, quel nombre de chapitres j'allais écrire. Je ne savais pas ce que pouvait contenir chaque chapitre. Mais ce que je savais, c'est qu'il me faut une belle histoire, il me faut une belle intrigue. Et à chaque fois que je progressais, il y avait de l'inspiration qui venait. Je m'inspirais aussi beaucoup de mes voyages parce que je voyage beaucoup aussi. Donc, ce qui fait que... Dans les pays que vous décrivez, vous les avez forcément visités? Pas forcément dans les pays. On voyage pas seulement hors de son pays. Même en interne, vous faites du tourisme interne. Il faut déjà découvrir son pays. Naturellement, c'est important. Donc, ce qui fait que c'est grâce à mes voyages que je parviens à libérer un peu ma tête, à laisser entrer du nouveau. Et ces nouveaux sont des chapitres qui viennent. Donc je m'inspire aussi beaucoup de mes voyages. Dans ce voyage, je ne rencontre pas forcément un nouveau peuple. Parce que ce même peuple qui se trouve, par exemple, à Melon, le même peuple qui est à Douala, c'est le même peuple. Ouais. C'est l'homme. Donc je m'en vais vers l'homme. Voir ce nouvel homme, c'est voir une nouvelle culture. Ce sont ces différentes cultures maintenant qui m'inspirent à raconter cette œuvre, parce qu'à l'intérieur, il y a une mixité culturelle, aller aisément de la culture des gens de Douala pour tomber à Konsamba ou Menganga, aller loin à Paris. Quitter Paris, aller en Angleterre. Après l'Angleterre, nous avons l'Afrique du Sud qui est très bien décrit à l'intérieur. J'ai voulu le faire, j'ai voulu montrer la beauté de ce pays-là, parce que c'est un pays que j'aime bien. Voilà. Et avec en Afrique du Sud, au niveau culturel, c'est un très beau pays, un bel exemple de la beauté culturelle. Donc j'ai voulu aussi ressentir ça à l'intérieur. Il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués dans le dit ouvrage. Il faut dire que c'est quand même 24 chapitres sur 277 pages, c'est pas rien. Donc à peu près 11 pages et demi pour chaque chapitre. C'est un ratio assez intéressant. Vous avez calculé ou bien selon l'inspiration, vous avez quelquefois arrêté? Selon l'inspiration, je me plongeais, j'écrivais. Je pense ça venait seul. Il n'y avait pas un ratio là à l'intérieur, ça venait seul. Je me disais jamais, parce que le président chapitre s'étale sur 12 pages, il faudra que celui-ci soit sur 12 ou 11 pages. Mais je parvenais bien à couper, ou bien je parvenais assez bien à couper les idées, à les mettre dans un chapitre. Donc, ce qui fait en sorte que les chapitres ont pratiquement respecté, ou bien on fait semblant de respecter un certain quotient. On va revenir juste après la prochaine rubrique qui sera les classiques littéraires. On va évoquer peut-être votre engagement qu'on a pu déceler à travers la présentation de l'état des choses en ce qui concerne le Cameroun. Vous parlez des forces de l'ordre, vous parlez de l'attitude et même de la mentalité du Camerounais. Et puis, peut-être de l'afro-pessimisme. Vous parlez également d'un certain regard que les populations peuvent porter sur le Cameroun, tel que cela est décrit par certains de vos personnages, un pays de tripatouillage. On en parle dans quelques minutes. Le point littéraire et artistique, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Le livre que nous revisitons ce soir est L'étrange destin de Wadrin de Ampateba. Le livre, comme son titre l'indique, parle de Wadrin, qui est un interprète de l'administration coloniale dans les années 1910.
Il est issu de l'école des otages, ainsi nommée par la dite administration, car on y envoyait de force tous les fils de chefs pour leur donner un enseignement de qualité et créer ainsi une élite moderne tout en calmant les éventuelles ardeurs contestataires. À l'époque, le rôle de l'interprète était majeur, muni d'un certificat d'études primaires indigènes et maîtrisant plusieurs langues africaines en dehors du français. Wandrin sut s'attirer la confiance du commandant de région et joua un rôle important en lui servant de conseiller et de secrétaire. Ce poste privilégié permit à Wandrin de gagner de l'argent, beaucoup d'argent au détriment de l'administration coloniale et des commerçants locaux. Il faut dire que Wandrin choisit de se placer sous le signe du dieu Golama Soke, c'est-à-dire Dieu bizarre et ambigu, car à la fois bon et mauvais, sage et libertin. De poste en poste, d'entourloupe en toute caractère, en toute qualité, un tour carabiné, Wandrin finit par acquérir au fait de sa gloire une vraie fortune qu'il utilisera aussi largement et discrètement comme il se doit à aider les pauvres et les nécessiteux. Robin des Bois tout couleur, le livre de Ambateba, narre avec truculence les ruses de cet homme, véritable noble, particulièrement intelligent et fin connaisseur des ambitions humaines, ce qui ne l'empêchera pas de finir son existence spoliée justement et ruinée. On pourrait penser qu'il s'agit là d'un conte contemporain sur l'ambition humaine, sur l'administration coloniale, sur les pratiques religieuses au Sahel au début du XXe siècle, mêlées d'islam et de fétichisme, ou d'un portrait d'une vraie personnalité, d'une espèce de Ratignac africain, en beaucoup plus sympathique. En fait, ce livre est beaucoup plus que cela. Wandrin a réellement existé et ce livre est la narration de sa vie, écrite à la demande expresse de l'intéressé. Ce livre nous plonge loin dans l'espace et le temps, à des moments qui font aujourd'hui partie de notre histoire, guidés par ce personnage attachant. Nous abordons des rivages qui seraient totalement oubliés sans cet ouvrage, qui fulmine des détails sur les modes de vie, des croyances, les différentes composantes de la société africaine, reflète d'une époque. Cette biographie picaresque fait date et se dévore en offrant d'agréables moments de lecture. S'il faut dire un mot sur l'auteur du classique littéraire du soir, c'est simplement que Amadou Abateba est né entre 1900 et 1901. Eh bien, il faut dire qu'il est mort un 15 mai 1991. C'était à Abidjan. Il est compris comme un écrivain, ethnologue malien et défenseur de la tradition orale, notamment Peul. I wanted to
bien, monsieur Zédan, merci d'écouter la radio. Nous sommes avec Gulbert Yibdio qui nous présente son livre Le temps d'un voyage. C'est un roman assez intéressant. Vous avez certainement dû le deviner ou bien le constater à travers nos échanges. Merci à Stevie Sam qui nous regarde. Je pense bien c'est en Allemagne. Je peux me tromper. Et à Baptiste Gros également qui nous fait savoir qu'il a un livre. Eh bien, il est simple, il faut faire parvenir vos coordonnées sur l'adresse de la radio et puis on va vous recontacter. C'est une opération plutôt simple. Eh bien, on va revenir avec notre invité sur le plateau. On aimerait savoir, est-ce que vous aviez conscience qu'à travers votre livre ou au-delà de la belle histoire que vous contiez, il était question aussi pour vous de vous engager ou de présenter certaines farces ou certains points négatifs de la société camerounaise. Il y a quand même là quelques éléments de dénonciation de certaines pratiques, que ce soit au niveau de la police. Ça peut paraître amusant, mais à l'intérieur, on peut bien voir que chaque fois qu'ils sont sollicités, ils n'hésitent pas à dire qu'ils n'ont pas de carburant. Par exemple. C'était quelque chose voulu. C'était quelque chose voulu. En le faisant, c'était quelque chose voulu. Pour une petite anecdote, c'est une histoire qui était réelle. Une fois, j'étais dans mon village et on criait aux bandits. Voilà une dame qui prend. C'est une moto course. Elle va appeler les gendarmes. Parce que dans les petits villages, on parle des gendarmes. Et le gendarme lui répond, je peux partir, j'ai pas de carburant. La dame répond, comment on n'a pas de carburant? Tout à l'heure, vous avez vu en plein carrefour avec une jeune fille. Le monsieur répond, est-ce que vous êtes juriste? Vous êtes avocate? La dame est partie, désolée, le bandit est reparti. Donc j'ai voulu un peu recrasser cette négativité de notre administration dans le livre. Parce que parfois, il revient parfois à l'auteur ou bien aux écrivains de montrer s'il peut bien imaginer un monde. Un monde n'est pas seulement du bon. Ouais. À l'intérieur du monde, il y a aussi du mauvais. Il faut bien qu'il montre aussi à la face de tout le monde ou à la face des autres personnes ce qui est calomnieux ou ce qui est mauvais dans notre monde. Mais il est aussi dit dans le livre qu'il faut fréquenter parce que il y a beaucoup de tripatouillage dans tout. Est-ce à dire que le personnage principal, du moins la mère du personnage principal, la mère de Joseph, ne croit plus à la méritocratie? Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Que ce soit dans le livre ou encore dans le monde réel, les gens ne croient plus au travail, ne croient plus pas au travail, ne croient plus à l'école. Parce que nous avons pour habitude ici que ce sont des personnes bien placées ou des personnes bien positionnées qui puissent mettre leurs enfants dans des grandes écoles. Ouais. Parce qu'elle le dit si bien, elle dit si bien à son fils, même pour aller à l'école, même pour faire certaines écoles, il faut avoir une personne bien positionnée. Et nous tous nous le savons. Donc ce qui fait en sorte qu'elle a perdu espoir, elle a perdu le rêve. C'est son fils, lui, qui est rêveur. La mère, elle a perdu le rêve. La mère, on dit souvent le savoir, ça s'acquiert de trois façons. Soit avec la vieillesse, soit dans des livres, ou encore à travers les voyages. La mère, pour ne pas dire qu'elle a voyagé, elle a quand même eu de l'âge. Donc ce qui fait qu'elle a assez de connaissances sur le monde qui nous entoure, sur le monde actuel. Donc quand elle dit à son fils, je connais ce monde. Trop fréquenter est bien, mais ça aussi des points négatifs. Sa partie néfaste. Sa partie néfaste, c'est que tu n'as personne de positionné. Donc ce qui fait que tu ne pourras pas avoir un boulot décent. Heureusement que le fils lui a choisi l'écriture, qui est un peu autonome. Imaginez qu'il avait rêvé un bureau. Ça allait être très compliqué. Je pense que ça allait être hyper compliqué pour lui. C'est aussi la raison pour laquelle la jeunesse ne rêve plus aujourd'hui. Et nous, parfois, nous les personnes qui encourageons la jeunesse, nous leur disons, ne rêvez pas seulement bureau. Rêvez aussi l'entrepreneuriat, rêvez les startups, rêvez l'écriture, rêvez l'informatique, rêvez le tourisme, rêvez autre chose, mais arrêtez de rêver bureau. Parce que tout le monde ne peut pas aussi faire bureau. C'est pas faux. Voilà, tout le monde ne peut pas faire bureau, il y a quand même bureau au Cameroun. Pourtant, déjà ce qui est clair, on ne construit pas un pays avec le bureau. C'est le maçon qui construit le pays. C'est l'architecte qui construit le pays.
c'est le menuisier qui construit le pays. Le pays ne se construit pas dans un bureau. C'est vrai que nous avons besoin de cette hiérarchie, nous avons besoin de ces autorités, nous avons besoin de ce regard, ou bien de cette cellule régalienne. Oui. Mais ce n'est pas la cellule régalienne qui construit le pays. Ce sont des personnes qui portent les bottes, qui mettent des casques, qui mettent les gants. Ce sont eux qui construisent le pays. Donc derrière ces personnes-là, c'est avec ces personnes-là que nous pouvons rêver pour un pays meilleur, ou bien pour un monde meilleur, et non avec ces bureaucrates. Tout à fait. Il y a donc ces thèmes qui sont évoqués, la vision du monde et même de l'Afrique particulièrement. L'Afrique semble être présentée ici comme étant, et c'est d'ailleurs le cas, un milieu miné par le chômage, la misère et tout. C'est l'image et du Cameroun et de l'Afrique que vous essayez de véhiculer. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout dit en 270 pages? En 270 pages, j'aime pas tout dire. Je pense que j'ai juste un peu... J'ai dit l'essentiel, j'ai pas tout dit. Parce que s'il fallait que je m'étale sur les problèmes du pays ou bien les problèmes du monde et apporter quelques solutions, ce serait... toute ma carrière d'écrivain, je ne pense pas que je pourrais le faire. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans ce monde, tellement de problèmes. Pas seulement de misère, il y a aussi d'autres problèmes. Il y a le problème social, il y a le problème... tellement de problèmes, pas seulement le problème économique. Bien qu'on résolvera le problème économique, il y aura d'autres problèmes encore. Donc ce qui fait que, c'est pour laquelle je dis bien que si j'allais m'étaler sur tous les problèmes, ou bien si j'allais écrire un livre sur tous les problèmes du monde et apporter des solutions, même après ma mort, je ne terminerai jamais. Oui, peut-être vous auriez écrit des encyclopédies. Et même là, la question, l'ensemble des questions... On n'arrive pas à l'ensemble des questions, on n'aura toujours qu'une partie. Parce qu'avec l'évolution du monde, il y a des questions nouvelles qui apparaissent aussi. Comme dans le livre, j'ai un peu essayé de ressortir la question sur l'homosexualité, qui est peut-être une question d'actualité aujourd'hui. À l'époque, ça ne se posait pas, ça ne se débattait pas beaucoup. Est-ce que le fait d'en parler, c'est pas encouragé? À l'intérieur, vous regarderez bien que le regard n'est pas totalement négatif par rapport au sujet. Parce que j'essaie de mettre l'humain au centre du débat. J'essaie de mettre l'humain d'abord, avant toutes les questions qui peuvent venir, avant tous les préjugés qui peuvent venir. Il y a d'abord le respect de l'humain. C'est un peu ce que j'essaie de mettre à l'intérieur. Maintenant, avoir un avis favorable ou défavorable par rapport à la question, mais je n'ai pas apporté de réponse là. Maintenant, on veut savoir, parce que bientôt on va du moins on finira la partie sérieuse et on parlera de vous peut-être en 10 minutes avant de se séparer. Pourquoi il faut absolument aller lire Le Temps d'un voyage, ce roman tout beau, tout neuf, pourquoi il faut absolument le lire? La première chose que je dirais, il faut s'évader. Il faut s'évader. On s'évade mieux qu'avec les livres. C'est au travers des livres qu'on parvient à mieux s'évader, qu'on parvient à mieux apercevoir le monde, surtout des mondes imaginaires. On parvient à découvrir d'autres nations. Comme je le disais tout à l'heure, le savoir s'acquiert de trois façons. Oui. Pas des voyages, la vieillesse ou la lecture. À défaut d'être assez riche pour parcourir le monde, ou bien d'avoir assez, ou bien de mourir avec une vieillesse prématurée, il faut lire. Ouais. Il faut lire pour acquérir des connaissances. Les connaissances, ça ne s'achète pas, parce que acheter un livre peut-être au prix, comme pour ceux qui iront à la librairie des peuples noirs. Oui. En tout cas, on va dire que c'est accessible. Voilà, le livre est accessible. Le livre est accessible. Je ne pense pas que c'est acheter du savoir là-bas. En tout cas, c'est accessible. Moi, je conseille aux auditeurs et même téléspectateurs, puisqu'il y en a qui nous regardent sur Facebook, d'aller lire le livre. Il y a une histoire, une belle intrigue. Il y a également des thématiques traitées. Il y a des personnages incroyables et fabuleux qui vont certainement nous rappeler soit nos proches, peut-être. Ça va même nous amener à nous interroger nous-mêmes, une introspection. C'est une belle histoire. On prend ceci et puis on revient. Le point littéraire et artistique, le supplément de la première heure. Le supplément de la première heure.
Alors, si on parlait de vous en dehors de l'écriture, il nous a été dit en première partie, du moins en début de première partie, que vous avez fait les études de géosciences. Les études de géosciences et finalement vous vous êtes retrouvé en droit. Pourquoi d'abord géosciences et plus tard en droit? D'abord, je voudrais pas dire finalement. Finalement, c'est un peu comme si les études de géosciences... Alors, c'est pas terminé, il y a encore... Voilà. Non, j'ai laissé les études de géosciences après un diplôme en géosciences pour aller ensuite faire les études de droit. Donc, ce n'est pas un finalement, c'est plutôt ensuite. Donc, c'est un complémentaire. Voilà, vous ajoutez la connaissance à la connaissance. À la connaissance. Donc, ce n'est pas un finalement. Un finalement, c'est comme si je n'ai pas eu de choix pour aller finalement me retrouver... Alors, à la géoscience, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on apprend pour... Parce qu'il y a des jeunes bacheliers qui, certainement... peuvent se dire c'est la géologie, les sciences de la terre, aller apprendre la sédimentaux, la segmentation de la terre, tout ça, donc tout ce qui englobe la terre, la naissance de la terre. Et ça débouche sur l'enseignement forcément ou sur d'autres ben non, ça ne débouche pas seulement sur l'enseignement. Les pétroliers sont des géosciences, les stratigraphes sont des géosciences, des cartographes également sont des géosciences, parce que c'est avec des géosciences qu'on apprend aussi, ou bien qu'on acquiert des connaissances en cartographie. Oui. Et le droit, ça se passe plutôt bien? Hyper bien, que ce soit en géosciences que j'ai laissé pour aller ensuite faire le droit, les deux se sont très bien passés. En droit aussi, je m'y plais bien. En dehors d'être l'intello de service, est-ce que vous avez d'autres activités que vous menez pour le divertissement? Vous jouez au foot, par exemple? Pas du tout? Parce qu'on sait que vous voyagez beaucoup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les autres activités que je mène, je voyage beaucoup. Hormis de la lecture, parce que je lis énormément. Je suis un accro des livres. Donc, en dehors d'écrire, je lis énormément. Je ne peux pas passer un mois sans dévorer 3-4 bouquins. Le dernier que je lisais, c'était Chimamanda. Donc, ce qui fait que ces trucs me prennent déjà assez la tête. Donc il n'y a pas de 2-0 le dimanche ou le samedi matin? Non. Pas du tout. Mes week-ends, généralement, c'est pour des petits déplacements. Voilà, je préfère partir à Créby, je préfère partir à Moyoka. Parce que Moyoka, c'est une ville que j'aime bien, ou bien partir à Boya. Même pas un petit footing de temps à autre, non? De temps à autre, oui, un petit footing, ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais... football, je ne suis pas trop football quand même. Et depuis la dernière rupture qui nous a permis d'avoir ce livre, est-ce qu'il y a eu une autre qui est venue réanimer la flamme, qui vous permet aujourd'hui d'envisager peut-être une relation sérieuse, pourquoi pas le mariage? Déjà, j'aime me lancer dans des relations sérieuses. J'aime pas faire des relations où on vient s'étudier, ou bien regarder si on peut faire la relation. J'ai pas le temps à jouer, à faire des relations qui ne sont pas sérieuses, c'est additionner les relations. Du coup, j'ai pas trop le temps pour faire ces trucs-là. Donc, je préfère avoir une relation qui mène où ça mènera. Donc, célibataire. Si ça mène à une rupture, ça mènera à une rupture. Donc, après cette relation qui monte déjà un peu à longtemps, il y a une autre relation. Qui est en cours, qui paraît sérieuse. Qui paraît sérieuse. Ouais, elle a paru sérieuse quand elle s'est arrêtée. D'accord. Alors, pas d'enfant aussi? Non, pas d'enfant. Donc, pas d'engagement? Pas d'enfant, mais ne pas dire pas d'engagement, parce que j'ai beaucoup d'engagement. J'ai une panoplie, une multitude de neveux qui me sont si chers, qui me sont si attachés ou attachants. Donc, ce qui fait que je n'ai pas d'enfants qui viennent de moi-même, mais j'ai tellement d'enfants. Donc, entre-temps, c'est la vie comme ça. Vous êtes dans votre coin, beaucoup de livres, beaucoup de réflexions, vos projets immédiats. Un autre livre en vue? Oui. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à écrire très tôt. Je ne me suis jamais arrêté. Donc, je ne dois pas m'arrêter parce qu'un livre est sorti. Il y a un projet en vue. Il y a un livre qui est en phase de rédaction. Donc, qui me prend aussi beaucoup d'énergie. Je pense que ce sera un livre assez riche aussi. Peut-être pas assez volumineux comme celui-ci parce que j'ai voulu sortir. Je ne donnerai rien comme détail sur le livre, mais je peux quand même dire le volume ne sera pas comme celui-ci. Il sera plus gros, plus énorme, moins... Non, moins énorme parce que c'est
une histoire qui me touche à cœur. Ça parlera d'un sujet qui m'est assez important. Donc du coup, j'ai préféré faire un petit truc ou bien faire un petit roman sur quelque chose qui est assez touchant. Voilà, donner tout ce que je peux donner dans un petit truc. J'ai pas voulu beaucoup m'étaler dessus. J'ai pas voulu mettre... Ce sera toujours un roman? Oui, ça sera toujours un roman. Mais pas une nouvelle, mais un roman. Mais pas volumineux, juste un petit truc pour... qui soit aussi digeste. D'accord. Parce qu'il y a des romans de 1000 pages qui sont digestes. Donc on ne s'attaque pas seulement sur le volume du roman. D'accord. Finalement, quand elle écrit américaine, elle est à 700 pages. Mais c'est un roman que j'ai lu avec tellement de plaisir sans jamais m'arrêter. Juste que j'ai voulu, bien juste que je veux écrire un petit truc pour que même celui qui n'aime pas la lecture puisse le lire parce que c'est un sujet qui m'est hyper important. Au moment venu, peut-être nous en parlerons sur la Royal FM. Naturellement, et nous serons heureux de vous recevoir une seconde fois. Maintenant, s'il fallait dire quelque chose peut-être pour la fin, un dernier mot, votre impression, un sujet qu'on n'a pas relevé, un aspect du livre que vous aurez souhaité expliquer ou présenter aux auditeurs, peut-être? Oui, il y a un sujet sur l'autisme qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sujet qui est assez important pour moi. Il faut dire qu'il y a l'enfant de Carole qui effectivement qui souffre de cette maladie. Oui. Il y a aussi la séropositivité que parfois on n'aborde pas beaucoup dans le livre. Pourtant, c'est un sujet assez central dans le livre parce que j'ai beaucoup mis des connaissances ou des notions par rapport à cette maladie. J'ai beaucoup parlé du passage de la séropositivité à la phase de maladie, qui est la phase de sida. Donc c'est un sujet qui m'était aussi assez important lors de la rédaction de ce livre. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que les lecteurs vont découvrir davantage ce que vous avez écrit. Le livre est partout, dans toutes les librairies, et puis chacun se fera sa petite idée. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé à la radio, Gulbert, et surtout bonne continuation en espérant que la prochaine fois, ce sera un livre aussi intéressant que le premier. Il sera aussi intéressant. Et je vous remercie pour l'invitation. Voilà, parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman... j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault.
On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h-23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault.
Le point littéraire et artistique, les informations culturelles du moment. Les informations culturelles du moment. Bienvenue à cette deuxième heure. La rentrée scolaire 2019-2020, c'est dans quelques jours, précisément le 2 septembre, et l'achat du manuel scolaire est l'une des préoccupations majeures du moment. Lors de la dernière concertation entre les éditeurs et le Conseil national d'agrément du manuel scolaire et des matériels didactiques,
On avait laissé entendre que, premièrement, le manuel scolaire était disponible pour certains et en cours d'acheminement pour d'autres, soit au port ou en chemin, les commandes ayant déjà été passées. La dernière concertation du 13 août s'était aussi achevée sous fond d'accusation. Le conseil d'agrément indiquait que certains éditeurs, en complicité avec certains chefs d'établissement, ajoutaient de façon frauduleuse des livres non homologués dans la liste officielle. Une pratique qui expose aussi bien les éditeurs véreux que les chefs d'établissement à des sanctions. L'annonce du conseil d'agrément a entraîné une conférence de presse menée par les éditeurs dans un hôtel de la capitale Yaoundé. La rencontre avec la presse était dans l'optique d'abord de rassurer sur la disponibilité des stocks en matériel et manuels scolaires, ensuite de se prononcer sur l'accusation. Les éditeurs disent ne pas être concernés par cette filouterie qui serait menée par les éditeurs qui ont vu leur manuel rejeté de la sélection finale des manuels au programme, et ce pour plusieurs années. La corporation des éditeurs réunis pour se faire entendre, Daniel Nadibert, des éditions DNI, qui réitère l'engagement des éditeurs à être dans les temps et à barrer la route à la contrefaçon, ainsi qu'à la filouterie du livre autour des livres non homologués. Il est important de discuter avec la presse cet après-midi parce que il y a eu beaucoup de fake news qui circulent dans les réseaux sociaux, dans certaines chaînes de la télévision, radio, presse écrite, comme quoi le livre ne sera pas disponible et que la commission aurait attribué des ouvrages à des éditeurs incapables qui n'avaient pas de financement. Et donc si on ne réagissait pas, ça veut dire que ceux-là qui colportent les fake news ont raison. Il fallait qu'on réagisse et qu'on rassure les parents en disant qu'il n'y a pas d'inquiétude, les ouvrages existent et que les éditeurs qui ont eu les livres, ce ne sont pas des copains, mais c'est des entreprises citoyennes qui ont réussi, eux, à traverser les mailles du filet parce que la commission avait sorti une critériologie sévère et difficile à respecter. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont été incapables de fournir un dossier fiscal à jour. Il y en a dont l'adresse fiscale n'est pas localisable. Il y en a dont la qualité des ouvrages ne pouvait pas tout simplement traverser le comité de lecture de la commission. Mais au lieu de prendre acte de leur insuffisance, de travailler dans le but de rebondir plus tard, ils ont plutôt voulu s'aimer la peur, n'est-ce pas, dans la société camerounaise en disant que les ouvrages ne seront pas disponibles. Donc ça veut dire que le manuel scolaire sera disponible à temps et en quantité? Le manuel scolaire est déjà disponible. Quelques ouvrages qu'on a constatés qui sont en manque sont actuellement au niveau du port et ils sont en cours de dédouanement. Donc nous voulons rassurer les parents que les ouvrages sont disponibles et que les éditeurs ont fait ce qui est nécessaire pour rendre les ouvrages disponibles. Les éditeurs aussi rassurent qu'ils ne sont pas complices de l'ajout de quelques manuels supplémentaires qui ne sont pas homologués. En tout cas, nous qui avions communiqué ce soir, nous dénonçons d'ailleurs l'ajout des manuels qui a été fait par des éditeurs dont la plupart n'ont pas leur livre ou ouvrage inscrit au programme. Et donc, ils font ce travail-là dans le but de saper ou de bloquer la politique nationale du livre unique que nous rappelons est bénéfique à tout le monde, c'est-à-dire en premier lieu aux parents et aux élèves et en second lieu à tous les acteurs de la chaîne du livre en commençant par les éditeurs eux-mêmes, les distributeurs, diffuseurs et puis les libraires. Voilà pour ce qui est du livre, mais toujours dans le sillage de la rentrée scolaire 2019-2020. La caravane pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun, menée par les chefs traditionnels et coutumiers, continue son périple. Le week-end dernier, l'ensemble des chefs traditionnels du Cameroun
était dans le sud avec pour message essentiel l'appel au retour dans les salles de classe et la reprise effective de l'école dans l'ensemble des régions du nord-ouest et celles du sud-ouest en proie à l'insécurité. Le séjour des chefs traditionnels a été marqué des prières aux ancêtres, une conférence de presse ainsi que par une audience accordée par le gouverneur de la région du Sud. Cette caravane s'est étalée du 23 au 24 août dernier dans la ville de Bolova. Pour des rituels de pacification, 10 arbres représentant les 10 régions ont été plantés. Réaction de 2 chefs traditionnels, Sa Majesté René Désiré Ifa, Inès Essonné Ndombwe, chef de Sodiko, c'est à Douala. D'abord, nous recevons la caravane aussi. Nous sommes contents que tous nos frères soient venus, que nous puissions ensemble chanter ce qui est important pour notre pays. Et nous disons, nous leur faisons confiance. Un chef l'a dit, nous sommes les parents de tout le monde. Il faut éviter que le parent, lorsqu'il s'en va, en étant fâché de son fils. Car en fait, nous sommes là pour bénir. Le chef ne nous dit pas, il bénit. Nous disons à nos enfants, permettez-nous de vous laisser notre bénédiction. Venez qu'on soit ensemble, qu'on discute ensemble, qu'on échange ensemble et qu'on prenne des dispositions ensemble pour une vie commune dans la paix. Ce message n'est pas seulement un langage, mais c'est une attitude à laquelle nous recommandons les uns les autres. Voilà pourquoi nous sommes là et que nous accueillons nos frères. C'est pour ça que je voudrais que mon frère qui est venu de Sodiko, qui est là, puisse ajouter quelque chose par rapport à cela. Nous sommes là, nous sommes à l'attente, nous avons lancé notre message, nous avons foi en ce que nous faisons. Mais vous savez, il faudrait que notre peuple se mette en communion avec nous pour que nous ayons les résultats escomptés. Si le peuple se comporte en simple observateur, en une entité qui regarde tout cela au loin, nos efforts pourraient ne pas être couronnés de succès. Mais nous sommes convaincus que tout le monde voulant la paix, tout le monde appelant la paix, tout le monde invoquant la tradition, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, même ceux qui ont pris les armes ont quelques amulettes, ont quelques gris, ont quelques protections traditionnelles. Ça veut dire que tous, nous savons qu'il y a quelque chose à aller chercher dans notre tradition. Nous, ce que nous disons, c'est que utilisons nos savoirs africains ancestraux pour bâtir notre pays, pas pour le détruire, pour le consolider et pour l'unifier. Nous appelons tous les Camerounais, parce que le sang a trop coulé, les larmes ont trop coulé. Il est temps qu'on s'asseye autour de la table, sans occulter les problèmes, qu'on nous comprenne bien. Nous n'occultons pas les difficultés, mais nous disons qu'il faut quand même qu'il y ait un cadre autour de la table de négociation pour que les uns et les autres puissent s'exprimer clairement et qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions. Album, tu veux sortir en indé, pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer à NBA, peut-être que ça se tente, mais prévois quand même un plan B. Quand tu veux de belles vacances, mais qu'en juin t'as tout flambé, tu vas squatter l'île de France et tu vas chercher un plan B. Quand tu veux être homme politique, mais tu sais dire que la vérité, ça va pas être très pratique, mieux vaut trouver un plan B. Quand tu rêves d'une carrière sportive, mais que t'es déjà en senior. Quand tu veux créer ton site d'info en Corée du Nord. Quand tu veux être président, mais que tu n'aimes pas les coups bas. Quand tu veux avoir de la classe, mais que tu fais de la Zumba. Quand t'es noir et musulman et que tu veux habiter Béziers. Quand dans un discours de ménard, tu cherches de l'humanité. Quand t'es docteur dans ton pays et qu'en France t'es un clandé, c'est à l'échelle de ta vie que tu dois passer au plan B. Quand tu voulais faire du sport mais que tu t'es bien planté, un stylo, des métaphores, ça peut faire un bon plan B. Quand tu aimes faire des grasses maths et que tu veux être boulanger, conciliation délicate, prévois plutôt un plan B. Quand ta meuf c'est Kardashian et que tu rêves d'une vie planquée, je te préviens ça va être chiant, prévois plutôt un plan B. Si tu veux être un artiste et que tu n'aimes pas te tromper, il faut pas que tu insistes, tu peux passer au plan B. Quand tu veux faire du naturisme en Afghanistan, quand tu rêves de gifler quelqu'un mais que t'es son assistant, quand tu veux être élégant avec des mocassins à gland, quand tu veux que tes parents aiment leur jante mais qu'ils les rastent à blanc. Parce que la vie c'est l'obligation de s'adapter sans trembler, que c'est l'art des seconds choix, des autres options et des plans B. Parce que pour le nom de ton nouveau disque, tu avais une belle idée, originale et poétique, mais que t'as choisi plan B. Le point littéraire et artistique.
point littéraire et artistique. Pendant que les chefs traditionnels du Cameroun arpentent les différentes régions, il faut dire qu'il reste encore 7 étapes. Parlons de la rentrée culturelle artistique nationale RECAM, édition 2019-2020, qui est à sa phase de préparation. Cette année, l'édition se tiendra du 10 septembre au 1er octobre 2019. Une réunion préparatoire s'est déroulée il y a moins de 24 heures au ministère des Arts et de la Culture et a réuni l'ensemble des parties prenantes, notamment les journalistes. Les dirigeants en simultané abriteront l'événement, ça c'est pour les grandes annonces. Le thème qui servira de fil d'Ariane à ce moment d'exposition et de festivités culturelles est construction du sous-secteur art et culture dans la consolidation toujours davantage de la paix, de l'unité et du vivre ensemble harmonieux pour un Cameroun émergent. L'autre particularité de l'édition qui s'annonce, c'est que chaque jour du festival mettra en lumière un art en particulier. Et d'ailleurs, il faut le dire, dans les 10 régions, le mouvement sera perpétué. Nous y reviendrons d'ailleurs dans nos prochaines éditions. Le point littéraire et artistique, l'art en lumière. L'art en lumière. Merci d'écouter le point littéraire et artistique au cœur de votre nuit, tous les mardis de 21h à 23h. Eh bien, dans cette rubrique, nous parlons mode, avec pour prétexte le défilé Cameru, principale plateforme de valorisation et de célébration des richesses textiles d'Afrique et du Cameroun. Pour sa deuxième édition qui démarre le 29 août prochain, une bonne dizaine de créateurs et de modèles seront engagés dans notre quête de la primeur de l'information. Nous sommes allés à la rencontre d'une créatrice peu commune avec des œuvres qui s'imposent et imposent leur singularité auprès d'autres. Esmeralda s'est chargée de mener l'entretien. Avec elle, je vous propose de découvrir l'artiste et surtout l'art en lumière. Almen Djibirila, styliste, créatrice même de renommée internationale, qui est invitée donc dans le cadre du Cameru Fashion Tour. On a hâte quand même de savoir qu'est-ce qui est au programme pour cette soirée déjà dans le cadre du Cameru Fashion Tour. Et moi, je vais parler un petit peu de ma partie. Déjà, je suis très contente de me retrouver au Cameroun, puisque en fait, ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue. Et bon, quand on va l'appeler Yann, moi je sais plus, il a tellement de noms que je sais plus. Bon, moi je l'appelle Yann. On m'a proposé de venir s'associer à cette caravane. Moi j'ai dit oui, parce que entre nous soit dit, je trouve que c'est intéressant que des personnes comme moi, qui sont dans le métier depuis plus longtemps, puissent accompagner des initiatives aussi intéressantes. Voilà, c'est pour ça que je suis venue. Donc je vais présenter
Toujours pareil, moi mes vêtements sont extrêmement fluides parce que j'aime la fluidité et en fait je sais travailler que la fluidité, les matières nobles, la soie, le crêpe de Chine, le jersey de soie, comme vous avez pu voir un peu. J'aime les matières simples, j'aime les matières fluides, très féminines, qui épousent tous les corps, tout type de corps. Quand on est mince, le fluide c'est beau. Quand on est un peu rond, le fluide c'est beau. Et en plus, j'ai une préférence pour la non-couleur. En fait, j'aime pas beaucoup les couleurs, donc où c'est toujours du gris, du noir, un petit peu d'argent, un petit peu de doré, parfois des touches de rouge. Mais en fait, ma couleur fétiche, c'est le noir. J'ai eu un peu de mal au départ en venant en Afrique parce que c'est devenu un peu tendance le noir. Mais quand je présentais mes collections, on me disait « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est triste, mais ça ne va pas à nous, on est noir de peau, parce qu'on va mettre ça. » Bon, maintenant, heureusement, les choses sont évoluées et les jeunes se mettent beaucoup en noir, comme vous avez pu voir. Donc, je dirais que je suis en plein dans la tendance. Maintenant, parlons un peu de votre regard sur le domaine de la mode, le métier de la mode et tout ce qui va comme activité autour. On a eu le temps de discuter avec vous et vous avez plutôt un avis tranché sur ce qu'est la mode et comment les gens l'entrevoient de nos jours. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui attire, tout le monde aime être beau, tout le monde aime être mis en valeur. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il faut, avoir un beau visage, savoir s'habiller pour être mannequin ou pour être créateur de mode? Alors, comme on a dit brièvement hier, j'étais une des premières femmes à créer une agence de mannequins noirs. À Paris. À Paris. Ça a été très difficile pour moi parce que je me suis rendu compte que nos frères, nos sœurs sont des personnes absolument jolies, ont tout ce qu'il faut, mais dans la tête là, ça fonctionne pas trop bien. Ça veut dire les horaires, ça veut dire la ponctualité, ça veut dire la prise en charge de son métier. C'était très dur. Et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que c'était toujours des petites histoires, des gens qui ne prenaient pas conscience que c'était un travail. Tu es payé pour venir faire un défilé, tu arrives à l'heure. Tu ne peux pas me dire, je suis désolée d'être aussi crue, mais voilà, j'ai eu un décès et tout. Mais attends, on a fait un défilé, on a monté un défilé. Je vais dire quelque chose de dur et de réel. Là, aujourd'hui, je me suis rompu le tendon de l'épaule. Mais je suis là. Donc, c'est deux solutions. Soit on veut faire ce métier, quel que soit alors on se trouve des excuses pour ne pas le faire. Et voilà, donc je voudrais dire à cette jeunesse qui est là, dont l'engouement est de la mode, que c'est un métier tout comme un autre. Quand vous êtes par exemple secrétaire et que votre patron vous attend et qu'il y a du travail à faire, mais vous venez, c'est la même chose. Bon, en plus, on va bien séparer. Mannequin, c'est une mensuration. Vraiment. Au-dessous d'une mensuration, tu ne peux pas être mannequin. Bon, en plus, il ne faut pas forcément être joli, il ne faut pas forcément être clair. Au contraire, ce sont les mannequins noirs de peau qui marchent le mieux. L'important, c'est d'être mince et d'avoir des jambes effilées, longues, petite poitrine de préférence, hanches petites de préférence. Ensuite, la tête, c'est pas un problème. Je pense qu'au niveau de la tête, on se trouve un style. Regardez les mannequins qui marchent bien, en règle générale, elles ne sont pas hyper belles. Par contre, elles ont une dégaine. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Arrêtez aussi les faux cheveux. Je le disais hier, les tresses, c'est magnifique, mais entre nous, avec notre type, nous qui sommes des noirs, on valorise le cheveu. Et on a tout intérêt de valoriser le cheveu quand on veut se faire connaître dans notre métier. Tout le monde ne peut pas être Naomi Campbell. Naomi Campbell, elle a lancé ce style, ça lui va fort bien. Mais nous autres, on doit faire autre chose. On doit conserver les cheveux naturels et se trouver un look. Ça veut dire que pour ceux qui veulent faire dans le domaine, devraient apporter quelque chose d'authentique et de particulier. Absolument. Et vous avez remarqué que celles qui fonctionnent bien à Paris, ce sont des filles qui ont les cheveux extrêmement courts, coco taillés, comme on dit. Hein, bien la forme de la tête. En règle générale, nous les Noirs, on a une belle tête. On a un joli front, on a un joli crâne. Donc on peut se permettre d'avoir les cheveux courts. Alors on se tape une petite coupe. Il faut arrêter les cheveux qui ne sont pas les nôtres. D'abord parce que ça nous dévalorise et puis ça enlève notre spécificité. D'accord. Alors quel regard à long terme pour la mode africaine, mais surtout la mode en Afrique? La mode en Afrique, je vais être encore très vieux. C'est tout et n'importe quoi. Bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs. Mais à force de vouloir imiter les uns et les autres,
on finit par être tout et n'importe quoi. Il y a des créateurs qui ont un certain style et on doit respecter ce style. Les autres disent « Ah ben j'ai vu un défilé, allez, je veux dire, j'ai vu un défilé d'Almen Djibrila, elle fait ça comme ça. Bon, moi aussi je vais faire que... » Mais c'est pas ça. Tu dois t'attraper ton look, quelque chose qui te démarque des autres. Tu ne dois pas être dans la copie, tu ne dois pas te dire « Oui, puisque ça marche bien pour Almen Djibrila, ce style-là, moi je vais le faire. » Non. Ça fait 40 ans que je développe un style absolument reconnaissable. Moi, on m'a copié. On me copie, on ne fait que ça de toute façon. Mais, quel que soit ça, j'entends toujours les gens dire « Ah ben c'est le style Almen Djibrila ». Donc je me dis, quelque part ça me rassure. Mais ça ne me rassure pas parce que les gens pensent qu'en copiant du Almen Djibrila, tu vas te faire un nom. Non, tu te fais ton nom. Alors on doit lutter contre la contrefaçon, contre les copies, parce que c'est ça qui tue la création africaine. C'est ça. Voilà, merci. Je vous en prie. I didn't call out, never said SOS. Don't even know who I was saving my flare for. It's only winter, turning the gas back up to thaw my heart in the frost. Made on the moon to the day that the starman died. I would have phoned you if I'd have known how. From Yokohama, right back to Camden Lock. Never knew I was lost. There was a shadow of us, and everything I looked for, everything I touched. I heard an echo of you singing in every room, fading, changing into something new. And I don't feel the hurting no more when I'm around you. I spent my life searching, searching over, lost and never said SOS. I would have phoned you if I'd have known how. Up, 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 up in the clouds. Ooh. Yeah, I was lost and I found you. And I don't feel the hurting no more when I'm around you. I spent my life searching, searching over, lost and I found you. You lift me up, 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 up. Yeah, I was lost, up, 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 up. You lift me up, 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 up. Yeah, I was lost, up, 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 up. Le point littéraire et artistique, une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault.
À présent, nous parlons des awards d'abord au Cameroun. Il faut dire que la 6e édition des Dreamlight Awards était bel et bien jeudi dernier à Yaoundé. Il y a les gagnants, on pouvait s'y attendre. Salaciel est le meilleur artiste de l'année, Artist of the Year justement. Yakosi qui est le best, l'artiste masculin, bien évidemment, le meilleur artiste masculin. L'artiste gospel n'est nul autre qu'Indira, la jeune. Pour la meilleure artiste dame, Blanche Bali. Et puis en ce qui concerne le meilleur monteur de vidéo, il s'appelle Ada Akendi. Pour justement cette catégorie-là, il y a Averroges qui a été nominé Révélation au cours de ce gala Dreamlight Award. Et puis en ce qui concerne le meilleur blog, Camer.it, qui a bien évidemment gagné. Et puis il y a Didier Christ qui est le meilleur beatmaker. En ce qui concerne le make-up pour artiste, elle s'appelle Deschamps Nana, c'est elle qui a été normalement primée. Il y a Didier Labastille qui est le meilleur DJ. Et le best streetwear, c'est bel et bien la marque Mouf, il faut le dire. Et puis, il y a le meilleur vidéodrame, Tatapon, Beyala. Je l'ai bien dit, c'était bien évidemment la 6e édition des Dreamlight Awards. Je vous propose d'écouter à présent la chanson du meilleur artiste de l'année. Lui, c'est Salaciel, en collaboration avec d'abord Beyoncé, mais aussi Pharrell Williams. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far. Don't need inflatables. That's what the waves are for. What are you waiting for? Yes, we can make it far. Don't need inflatables. That's what the waves are for. What are you waiting for? Darling, if you leave, I go wherever you go. I wear your heart on my sleeve so everybody here knows. But if you tell me to stay, you'll never be on your own. So baby, don't wait too long. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far. Don't need inflatables. That's what the waves are for. What are you waiting for? Yes, we can make it far. Don't need inflatables. That's what the waves are for. What are you waiting for? I'll bring you back the moon just so we got all night. I'll bring the sun down too so I can show you the light. Trust me, if you ever leave, I'll be right by your side. Oh, for you I will ride. Baby, oh, I'm not much of a talker. baby, oh, And I drink from the water. baby, oh. Meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Eh bien, nous en parlions déjà la semaine dernière. Le début du vote des Afrima 2019 s'ouvre dès le 1er septembre en ligne.
Il est possible à chaque fan de donner une voix à son artiste. Ces artistes camerounais sont en lice. Magasco, Salaciel, Loco pour les messieurs, Daphné, Charlotte Dipanda et Blanche Bali pour les dames. En face d'eux, des artistes tels que Niska, Maître Gims, Chanel. Est-ce que les Camerounais ont une chance de pouvoir s'imposer dans cette compétition panafricaine? Pour avoir une réponse à cette préoccupation, nous avons eu au téléphone un animateur dont la notoriété est bien établie au Cameroun. Son nom, Frenzy Tang. Il nous fait une lecture assez claire sur les chances du Cameroun et ses artistes en compétition. Est-ce que pour vous, le Cameroun, avec ses 3 représentants, peut espérer avoir le prix? En fait, ça va être difficile un peu parce que quand on voit la concurrence, vous savez, quand on demande aux gens de voter, ça devient un peu plus difficile parce que les gens sont plus blasés par le paraître et donc on a l'impression que nos artistes parfois ils pêchent un peu dans le marketing et on les voit passer dans les réseaux sociaux et malheureusement et aussi les Camerounais on a l'impression qu'ils soutiennent pas souvent assez les artistes camerounais ou les Camerounais lorsqu'ils sont dans les compétitions internationales où ça nécessite le vote. Donc c'est l'occasion pour qu'on gagne. Je crois que la clé sera que les Camerounais votent intensément. Et là, pour cela, il va falloir que les community managers de nos artistes qui sont nominés fassent un boulot impeccable là pour sensibiliser en fait les Camerounais à accompagner ces artistes-là dans cette compétition, on peut l'appeler ainsi. Mais il y a ces 3 voix quand même qui sont nominées, c'est quand même parmi les plus belles voix au Cameroun, que ce soit Salaciel, que ce soit Magasco ou bien encore le dernier. Tout le monde, ce sont des voix, des valeurs sûres quand même de la musique camerounaise. Oui, mais il s'agit d'une compétition internationale. Donc il suffit pas d'être meilleur au Cameroun pour espérer gagner. Parce que nos artistes, combien tournent-ils réellement à l'étranger? Combien tournent-ils même d'abord ici au Cameroun? Alors, il faut voir ça. Donc, pendant que les autres, il y a cette polémique qui enfle en ce moment ici, où on parle de l'argent des Camerounais qui doit revenir aux Camerounais. Eh ben, c'est parce que il y a des artistes étrangers qui viennent ici se remplir les poches. Pendant que les nôtres, on n'entend pas qu'ils sont dans un grand spectacle, c'est pas moi au Nigeria ou en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ça. Il va falloir que nos artistes apprennent qu'il y ait une meilleure organisation en tout cas. Parce que je ne jette pas le courbe sur les artistes camerounais, mais je pense que il faudrait une meilleure organisation avec des équipes qui travaillent avec chacun de ces artistes-là pour leur permettre de briller à l'international. Parce que je me demande bien combien d'artistes camerounais ont un community manager. Je suis pas sûr qu'on peut les dénombrer à grand nombre. Or, Fally, il faut pas. Il suffit qu'ils postent une petite photo que c'est des milliers de fans qui interviennent. Et Loco Yo, par exemple, c'est un clip regardé sur YouTube, près de 508 millions de fois. Vous imaginez un peu quel artiste camerounais a ce score, à part peut-être Franco. Il faut voir tout ça. Il faut que les gens soient présents sur les plateformes digitales qui vont leur permettre d'avoir une meilleure visibilité à l'étranger. Et tout ça, il faut une meilleure organisation. Et je crois qu'on peut y arriver. Mais pour moi, je trouve que c'est nos valeurs. Le casting a été le bon parce qu'on a pris des artistes camerounais quand même qui travaillent beaucoup et 2 qui ont du succès. Et je crois que on a quand même une chance. Si Stanley Eno a pu gagner à l'époque avec justement des albums comme en fait, on ne savait pas que ça allait avoir un tel impact à l'international. On va passer à la tiers cette année. Ce que vous dites est valable pour les dames aussi, Daphné, Blanche Bali et surtout Daphné, Charlotte Dipanda. Surtout Daphné et Charlotte Dipanda sont featuring avec la Nigériane Yemi Alade récemment. Elle a beaucoup aidé parce que là, elle a pu infiltrer ce marché nigérian là, qui n'est pas très très facile aussi. Donc, il faut faire des collaborations. C'est une bonne idée. Il faut continuer dans cette mouvance-là. Je vous remercie, et bonne journée à vous. Je vous remercie également. Portez-vous bien. Bonne journée.
faut dire qu'il y a des nouvelles catégories qui sont ajoutées à côté de celles présentées. D'abord, c'était pour Daphné, Blanche Bali et Charlotte Dipana, c'était meilleur artiste dame Afrique centrale, et pour Loco Magasco ainsi que pour Salacia, c'était meilleur artiste masculin Afrique centrale. Maintenant, il y a deux nouvelles catégories qui s'ajoutent. Il y a bien évidemment l'artiste favori des fans, l'artiste africain favori, justement, l'artiste africain favori des fans. Et dans la catégorie, là, on retrouve un Camerounais, Magasco. Il va en compétition avec des artistes tels que Davido, Ferregola, Gims et Maluma, Kwame Eugène, mais également Mohamed Ramadan, Sibili, Deben et d'autres. Il faut dire que dans l'autre catégorie où il y a un autre Camerounais, c'est l'artiste de l'année, l'artiste africain de l'année. Eh bien, il y a Daphné, qui est donc une dame. Et dans la même catégorie, elle sera en compétition avec Bouma Boy, ainsi que Davido, Diamond Platinum et Yanasti, ainsi que Wizkid, entre autres. C'est donc d'autres catégories où il y a deux Camerounais, un Camerounais dans la catégorie de l'artiste africain favori des fans et l'artiste de l'année. Là, c'est Daphné qui est en lice.
Déjà 22h55, nous mettons la clé sous le paillasson. Cette édition est terminée. Le point littéraire et artistique. Le point littéraire et artistique, équipe et production. Mise en onde Salomon Issana, cadrage vidéo Steve de Souza, coordination éditoriale Carole Prudence Tientieux, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault.